Bonjour à tous, il y a encore des gens qui arrivent, n'hésitez pas à avancer, il y a de la place un peu partout. Donc merci d'être venu à mon talk sur React. Donc, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly. Dans la vie, je fais du Scala, du Java, je fais beaucoup de JavaScript dernièrement, d'où mon talk sur React. Je participe à quelques projets open source, notamment Reactive Couchbase, qui est un driver actif écrit en Scala pour accéder à Couchbase. Et je fais partie de l'équipe du Poitou-Charentes Jug. Et je dis des bêtises sur Twitter si ça en intéresse certains. Quelques mots sur Serly, donc c'est une boîte qui est basée à côté du Futuroscope à Poitiers. Donc on est à peu près 70 personnes et on fait pas mal de choses. Et surtout on contribue à des projets open source tels que Celon, Glassfish, Weld, des choses comme ça. Donc c'est cool. Donc aujourd'hui on va parler de React. Alors déjà, dans la salle, qui c'est qui a déjà entendu parler de React? Bon, ça me paraît logique, vous êtes venu aujourd'hui, pourquoi pas. Qui c'est qui a déjà utilisé React, alors qui a fait le tuto, les choses comme ça? Il y en a déjà un petit peu moins. Et qui c'est qui a utilisé React pour de vrai, sur un vrai projet, avec plus loin que le Hello World? Ok, il y en a déjà beaucoup moins. Donc cette présentation, c'est vraiment une introduction à React. Donc ceux qui s'y connaissent déjà bien, je ne suis pas certain que je vais leur apprendre beaucoup de choses, mais bon, vous pouvez rester quand même, ça ne me dérange pas. Donc React, c'est quoi? React, c'est une librairie qui a été créée par Facebook en 2011. Donc c'est une librairie pour créer des interfaces graphiques. Donc en fait, c'est une librairie qui permet de rendre des vues et qui répond à des événements générés par l'utilisateur, donc un clic, un input clavier, des choses comme ça. Donc c'est vraiment le V de MVC. Ça ne contient pas de client HTTP, de trucs pour faire de la validation ou quoi que ce soit. On fait juste de la vue et on ne fait que ça. Donc ce n'est pas du full stack comme Angular, Ember, n'importe quoi. Donc, comme je l'ai dit, ça a été créé en 2011. Ça a été mis en open source en mai 2013. Et typiquement, alors Facebook utilise React déjà pour l'application Facebook. Donc, il y a plein de petits composants qui se baladent sur votre mur Facebook quand vous l'utilisez tous les jours. Pour tout, ça utilise également pour toutes les applications, on va dire, back-end, gestion de la pub, etc. chez Facebook. Typiquement, leur appli web Instagram est entièrement faite en React. Il n'y a pas autre chose que du React. Et dernièrement, on a appris que Facebook avait environ 15 000 composants utilisés en production, 15 000 composants React utilisés en production. Donc c'est plutôt pas mal et c'est sûrement bien battle-testé. Au niveau des autres utilisateurs, alors on a Netflix. Netflix, alors eux, ils font tout avec React, c'est des gros bourrins. Ils ont leur nouveau site, il est en React. Les applications mobiles, il y a de grandes chances que maintenant elles soient en React aussi. Il y a des chances même, si vous avez un client sur votre télé, que ce soit une sorte de dérivé de React qui fonctionne sous le capot, donc c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup d'autres gros acteurs qui utilisent React, à tel point que les gens de React se marrent en se disant « mais qui n'utilise pas React de nos jours ?» Donc voilà, prenez-en de la graine. Donc alors, un des principes de base, enfin il y a 2 ou 3 grands principes de base avec React. Le premier, c'est que c'est déclaratif. Donc ça veut dire que contrairement à d'autres frameworks où il faut un peu plus se creuser les méninges, là on va juste exprimer à quoi doit ressembler notre application à n'importe quel moment dans le temps par rapport à des données en entrée. Donc un composant React, c'est finalement une fonction qui prend des données en entrée et qui sort une vue. Du coup, c'est assez simple de raisonner en React. C'est que finalement, on sait que par rapport à des données en entrée, on a une vue qui sort, et dès que nos données changent, finalement, React, qu'est-ce qu'il fait? Il va régénérer entièrement toute la vue. Il s'en fout, il ne cherche pas à juste j'ai régénéré des morceaux et tout, il régénère toute la vue par rapport aux nouvelles données en entrée, et après, il va essayer de faire l'update dans le DOM de manière intelligente. Et c'est ça qui est intéressant. Donc imaginons, on a un composant, c'est un bouton genre favori, un toggle, donc on peut mettre en favori, enlever le favori, remettre en favori, etc. Donc, si on veut coder un truc comme ça, en code impératif, si on veut faire ça assez bien, c'est-à-dire qu'on ne veut pas manipuler le DOM si ce n'est pas nécessaire de le manipuler, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder déjà s'il y a un favori à afficher. On va ensuite regarder s'il n'y a pas déjà un favori de placer sur l'écran au niveau du DOM. Et si c'est bien le cas, on enlève l'ancienne étoile, on remet la nouvelle étoile. Et si c'est le contraire, on fait le contraire. Donc ça, c'est plutôt bien, puisqu'on ne va pas manipuler le DOM s'il n'y a pas besoin de le manipuler. Par contre, c'est super relou à écrire. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, un truc comme ça, j'ai juste pas envie d'écrire ça tous les jours.
En React, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste déclarer à quoi doit ressembler notre application. Donc on va se baser sur des données en entrée. Est-ce qu'on est en favori? Et si oui, on va rendre une étoile de type favori, sinon on rend une étoile de type pas favori. Sauf qu'en React, on écrirait plutôt les choses comme ça. Et derrière, en fait, React, lui, ce qu'il va faire, c'est que le code chiant qu'on a vu tout à l'heure, il va le gérer pour vous. Vous avez juste à faire ça, et React, il fait le code relou qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, même exemple, mais un peu plus compliqué. Donc on a notre bouton, mais quand on met le favori, on a le texte qui s'incrémente à côté et qui change de couleur. En fait, pour être performant, React, comme il change la vue à chaque mise à jour de données, il va re-rendre toute la vue. On peut se dire, mais d'un point de vue performance, c'est une catastrophe. Eh bien non, parce que React, il utilise ce qu'on appelle un virtual DOM. Donc en fait, c'est une structure en mémoire qui va représenter à quoi doit ressembler le DOM, à quoi doit ressembler une vue, en fait. Et ce que fait React, c'est qu'une fois que des données ont été mises à jour, il recalcule toute la vue, et il compare cette nouvelle vue avec l'ancienne vue qui était dans le DOM. Il va faire un diff de ces deux vues, et il va calculer une liste de changements minimales à faire, et il va tout batcher en un coup dans le DOM. Et ça, par contre, c'est très performant. Donc le virtual DOM, ce n'est pas le truc le plus important de React, c'est juste une petite astuce pour que le modèle simple de React soit performant au final. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, par rapport à notre exemple, on a une div avec une div container, on a une image qui représente l'étoile, on a un span avec une classe et on a le texte avec le nombre de favoris. Une fois qu'on clique dessus, on a la nouvelle vue qui est rendue. Et React, lui, quand il fait son diff, tout ce qu'il voit, c'est que la source de l'image a changé, donc il va refaire un set attribute dessus. La classe du span a changé, il refait un set attribute dessus. Et le texte, c'est pas le même, donc il détruit le nœud, l'ancien nœud texte, il en fabrique un nouveau et il le réappend au span. Et voilà, on a notre algorithme de diff qui se fait automatiquement. Vous n'avez pas du tout à penser à ça, vous n'avez pas du tout à penser, il y a ce truc-là a changé, cette classe a changé. Non, non, on dit juste, la vue, elle est comme ça, et React, il fait ça à notre place. Alors, pour rigoler, j'ai un petit projet qui permet de mesurer les performances en Paint de différents frameworks sur une même application. Donc typiquement, l'application, c'est un truc qui permet de monitorer des bases de données. Alors l'histoire, c'est de rendre le truc le plus vite possible. Donc on voit un petit peu ce que ça donne ici avec Angular. Et donc un truc intéressant dans Chrome, c'est qu'on peut afficher qu'est-ce qui est repeint à chaque tour de boucle. Et là, on voit qu'en fait, toute la vue, tout le viewport, tout ce qui est en vert, là, c'est ce qui est repeint à chaque tick de repaint du framework. Donc là, OK, Angular est fait comme ça, pourquoi pas. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en React en utilisant le virtual DOM. Donc, oups, je me suis trompé. React, il est là. Et donc, quand je fais la même chose avec React, on voit que le résultat est complètement différent. On voit que React, il va mettre à jour vraiment que les parties qui sont nécessaires d'être mises à jour. Il ne va pas redessiner toute la vue, en fait. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Hop là. Ensuite, le deuxième point important de React, le deuxième concept qu'il faut absolument comprendre en React, c'est l'approche composant. Donc en fait, avec React, on va plutôt penser en termes de composants. On ne va pas faire des templates qui composent d'autres templates ou des choses comme ça. Non, on a juste des composants qui sont autonomes, qui sont réutilisables, qui sont forcément composables. Et l'idée, c'est qu'avec des petits composants, on va fabriquer de plus gros composants et de plus gros composants, etc. etc. Et du coup, c'est une approche assez naturelle de faire les choses. Et ça se prête plutôt bien à faire du web, puisque finalement, quand on fait du web, c'est ce qu'on fait déjà avec les éléments de base HTML. Donc un composant React, ça ressemble à ça. Donc on a ici un React Create Class, donc ça fabrique une classe React, au sens une classe de composant. Et il y a cette méthode render ici qui retourne un truc bizarre, ça ressemble à du HTML, mais ce n'est pas vraiment du HTML, mais pourquoi pas. Donc on va écrire notre premier composant React. Donc, hop, voilà mon composant React. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser dans ce composant qui est ici. Donc pour ça, j'ai juste à mettre son petit nom comme ça, comme si c'était du HTML, une balise HTML, sauf que ça représente ce truc-là. Et dans ce machin, je mets mon composant. Donc on va juste vérifier que ça marche. Si je sauvegarde ici, voilà, j'ai mon hello world, donc j'ai mon composant qui est rendu juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir que finalement, on peut maintenant mettre plusieurs instances d'un même composant assez facilement dans une page. Donc j'ai juste à dupliquer mon code ici, et hop, j'ai mes deux composants qui arrivent. Donc on va maintenant voir comment mettre des données dynamiques, par exemple.
Donc je vais afficher, par exemple, la date en millisecondes. Donc voilà, j'ai mes données qui sont là. Donc en fait, j'ai juste à écrire une expression JavaScript entre curly braces. Donc c'est juste pour dire, ici, c'est du JavaScript, tu fais pas n'importe quoi. Et puis, on va faire varier ce truc-là. Donc on va enregistrer un handler sur notre div, et on va dire qu'au moment où on fait un clic sur la div, ben on va faire un force update. Donc c'est-à-dire qu'on va dire à React, tu mets à jour le composant. Donc ça veut dire que maintenant, ben, j'ai mon composant, voilà, quand je clique dessus, ben, je peux mettre à jour sa valeur. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'approche composant de React. C'est très simple. On fait des composants, on les réutilise un peu partout, et ça marche plutôt assez simplement. Donc là, j'en vois certains qui se sentent mal. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé cette syntaxe un peu chelou, là, le pseudo HTML dans le code JavaScript. Donc ça, en fait, ça s'appelle du JSX. C'est juste une façon d'écrire. En fait, c'est un préprocesseur qu'on va utiliser. C'est juste une façon d'écrire quelque chose comme ça. Donc là, hop, style container. Un clic égal. Non, c'est pas égal d'ailleurs. On fait le force update. Et du coup, ici, on met un nouveau composant. Hop. Donc ici, on fait notre hello. Donc ça, finalement, c'est ça qui est vraiment exécuté dans votre navigateur. Il y a juste un petit préprocesseur qui va vous faire ça à votre place. Et du coup, j'ai dû me planter quelque part. Oui, ici, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de... Hop. Voilà. Et du coup, c'est la même chose, sauf que bah, ça, c'est quand même pas très rigolo à écrire. Donc le JSX, c'est juste un DSL pour écrire plus simplement du HTML. Si ça vous saoule, vous l'écrivez comme ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça veut dire que React, c'est un framework purement JavaScript. On n'écrit que du JavaScript. Donc si votre but dans la vie, c'est pas d'apprendre JavaScript, React, c'est peut-être pas vraiment fait pour vous. Sinon, c'est plutôt cool. Donc un autre problème aussi, c'est que on va localiser le template, donc, enfin le template, le JSX et la logique métier du composant au même endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui choque certaines personnes. Parce que on n'est pas censé faire ça, normalement on doit bien séparer les choses, etc. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu un argument pipeau, parce que finalement, notre template, notre markup est forcément lié à la logique de rendu, donc est forcément lié au view model, est forcément lié aux actions qu'on appelle. Donc en fait, c'est juste normal de mettre la vue et le code de la vue au même endroit. Et puis en fait, c'est juste super pratique d'avoir tout au même endroit. On ne cherche pas dans un fichier machin, un fichier HTML, etc. On a tout au même endroit et ça, c'est cool. En plus, en ce qui concerne les langages de template, il y en a genre 12 milliards qui existent. Il faut les apprendre. Ils sont tous plus ou moins un petit peu tordus. Moi, je préfère faire du vrai JavaScript avec une petite décoration pour que ce soit un peu plus joli, mais ça me va beaucoup mieux. Donc, je viens de vous dire qu'en React, tout est composant. Et ce qui est marrant, c'est que cette présentation, en fait, je l'ai faite avec une librairie qui s'appelle Spectacle. Et Spectacle, c'est une librairie React qui permet de faire des slides en React. Donc, ça veut dire que ma présentation ici, c'est du React. Donc ici, j'ai la slide courante. Donc on voit que c'est un composant de type slide avec un heading, un autre heading, et un composant editor, donc qui est cet éditeur-là. Donc ça veut dire que je peux faire un truc du genre... Hello World ici, ça va changer mon composant. Et puis je pourrais faire un truc encore plus rigolo. Du genre, je code du React. Non. Voilà. Et donc là, j'ai mon composant qui se pareil. Voilà, donc en fait, React, c'est vraiment, on assemble des composants quels qu'ils soient. Donc là, j'ai des slides avec un éditeur, avec ici du HTML, du machin, on s'en fout. Du moment qu'on peut composer des composants qui sont valides, ça marche tout à fait, ça marche normalement. Donc maintenant, on va voir comment mettre des données dans des composants. Donc la première source de données pour un composant, c'est les props, les propriétés. Donc les propriétés, c'est quoi? C'est un peu comme les paramètres que vous allez passer à des balises HTML ou XML, ce que vous voulez. Donc c'est des valeurs qui sont définies à la création d'une instance de composant. C'est idéalement immutable. À vrai dire, dans la dernière version de React, la 0.14, c'est immutable.
On peut donner des valeurs par défaut pour ces propriétés et on peut les valider. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un framework de composants, si quelqu'un réutilise vos composants, vous pouvez lui indiquer bah là, tu as oublié de mettre l'argument machin ou autre. Donc, comment ça s'utilise ce truc-là? Donc, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va refaire un composant hello. Ça marchera moins bien. Si vous voyez des typos, vous n'hésitez pas. Hein. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre composant il soit un peu plus malin et qu'il puisse dire bonjour à quelqu'un en particulier. Donc on va aller chercher une propriété qui s'appelle who. Donc là, on définit juste une méthode qui va donner les valeurs par défaut. Donc on va mettre Nantes par exemple. Et donc mon composant, je sauvegarde. Donc normalement on a un hello Nantes qui apparaît. Il utilise la valeur par défaut. Et si jamais on veut surcharger cette valeur, si je mets Mathieu par exemple, et donc j'ai mon composant qui va afficher la propriété que je lui passe. Alors il faut savoir qu'en React, il y a une propriété dans les composants qui est un peu particulière. C'est la propriété children. Donc children, c'est quoi? C'est qu'en fait, un composant, ici on n'est pas obligé de le faire auto-fermant, bien évidemment. On peut le faire comme ça, et à l'intérieur, je peux mettre d'autres composants. Donc ici, je vais mettre la liste des langages que j'aime bien utiliser, par exemple. Hop. Et donc normalement, voilà, mon composant va juste reprendre les children et les rendre dans le DOM à sa place. Donc ça, c'est super pratique quand on veut faire des composants un peu techniques qui vont wrapper des choses, mettre en place des handlers ou des choses comme ça. C'est juste génial. Ensuite, on a la deuxième source de données d'un composant, c'est son état, le state. Donc c'est un objet qui est mutable, qui est muté idéalement que par le composant lui-même. Et en fait, chaque mutation de cet objet va entraîner la mise à jour de la vue du composant. Donc, par exemple, imaginons qu'ici on veuille faire une sorte de bouton comme dans je sais pas, dans Facebook ou dans Google+. Donc ici, je vais reprendre mon markup. Donc on va faire un bouton qui compte les GM ou les plus 1. Hop. Like. Donc voilà. Donc ici, on va mettre le nombre de likes de notre application, enfin de notre composant. Hop. Donc on va lui mettre des valeurs par défaut. Donc ces valeurs par défaut, elles vont être 0. Hein, à la base, on n'aime pas. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit bouton. Alors, on va lui mettre un type button pour pas qu'il fasse un submit. Donc, je teste pour voir si ça marche. Donc j'ai un bouton, il est très moche. Donc ce que je vais faire en fait ici, j'ai un objet qui ressemble un peu à du JavaScript, qui me permet de faire des styles inline, et il y a un bouton ici. Donc ce que je vais faire dans mon style.button. Donc ça devrait être beaucoup plus joli tout de suite. Ou je me suis trompé en faisant quelque chose. Non, c'est juste qu'il était lent. Et donc je vais faire une méthode en plus, donc, qui va muter mon état interne de composant pour faire un incrément sur le compteur de likes. Et j'ai plus qu'à appeler ce truc-là. Donc on fait comme tout à l'heure, on fait un onClick. Et donc normalement, je devrais avoir un compteur qui fonctionne assez simplement. Donc il y a une troisième façon de mettre à disposition des données pour un composant, c'est le contexte. Donc en fait, c'est une façon de passer des données d'un composant parent à tous ses enfants. Donc c'est un truc qui est expérimental dans la dernière version de React, qui est sujet à des changements, mais qui a un énorme potentiel. Donc, je ne vous ai pas fait d'exemple ici parce que c'est un peu verbeux à mettre en place, mais c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup d'investiguer. Ensuite, chaque composant React a un cycle de vie.
Donc le cycle de vie, c'est des fonctions que vous allez pouvoir mettre dans votre composant pour être au courant de quand le composant va être monté dans le DOM, quand il a été monté dans le DOM, quand il va être mis à jour, quand il a été mis à jour et quand il va être démonté du DOM. Il y a une dernière fonction qui est assez intéressante, c'est le should update component. Donc c'est une fonction qui par défaut renvoie false, renvoie true. Et si vous redéfinissez cette fonction et que vous faites un return false parce que vous êtes sûr de votre coup, vous allez dire à l'algorithme de diff de React, ce composant courant-là, il n'a pas changé, donc tu ne le prends pas en compte dans ton algorithme de diff. Et si vous faites ça dans un peu tous vos composants et que vous faites ça un peu bien, les performances sont juste... on a une amélioration des performances lors des phases de mise à jour qui est juste géniale. Donc au niveau du cycle de vie, ce qu'on va faire, on va afficher, je vais vous montrer un petit peu le component d'InMount. Donc imaginons qu'on veuille afficher une valeur ici. Donc on va mettre une valeur de base avec un truc bidon. Donc là, je sauvegarde. Et ce que je vais faire, c'est que sur la phase de component d'InMount, je vais attendre 2 secondes et je vais changer la valeur. Donc pour faire ça, je fais comme ça, setState. Hop. Et on va lui donner une valeur tout aussi intelligente, donc le date.now. Donc normalement, là, au bout de 2 secondes, on devrait avoir le truc qui se met à jour. Je vais le refaire juste pour que tout le monde voit bien. Donc on a notre composant qui se monte avec la valeur par défaut, et au bout de 2 secondes, comme on a été averti que le composant 0 s'est monté, on fait le timeout de 2 secondes et on change la valeur. Et donc on peut faire toutes sortes de choses avec ce ici. Par exemple, vous pouvez aller chercher des données avec un web service ou des choses comme ça. C'est dans cette fonction-là qu'il faut le faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut valider les propriétés d'un composant. Donc pour faire ça, vous définissez juste un champ PropTypes et vous donnez la liste des propriétés que vous voulez valider, le type que vous voulez qu'elles aient et potentiellement si elles sont requises pour rendre le composant, auquel cas, si ce n'est pas le cas, le composant ne sera même pas rendu dans le DOM et il y aura un beau message d'erreur dans la console. On a aussi la possibilité en React de faire des mixins. Donc des mixins, c'est quoi? C'est un moyen de faire hériter du comportement à un composant. Donc imaginons ici, j'ai un set intervalle mixin. Donc vous savez, en JavaScript, quand on fait un set intervalle, quand on enlève le composant, il faut nettoyer l'intervalle. Donc là, typiquement, notre composant, il a une phase sur le onMount du composant qui va appeler clear intervalle sur tous les intervalles qui ont été setés par le composant. Et du coup, après, dans un composant, si on veut utiliser ça, on a juste à avoir ici un tableau de mixins. On spécifie les mixins qu'on veut utiliser. Ici, le composant va utiliser la méthode every du mixin qui fabrique un intervalle. Et du coup, une fois que le composant sera enlevé du DOM, on est sûr que l'intervalle sera bien nettoyé et il n'y aura pas de problème de mise à jour ou de trucs bizarres qui se passent à cause de ça. React est aussi très adapté aux applications universelles. Donc les applications universelles, c'est le nouveau nom donné aux applications isomorphiques. Donc voilà, c'est plus très hype de les appeler isomorphiques, il faut les appeler universelles. Donc en gros, comme React utilise une technique de virtual DOM, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de tourner dans un navigateur, ce qui veut dire que vous pouvez rendre du markup HTML depuis un serveur, donc c'est-à-dire un serveur Node.js, un serveur Java avec Nazorn, un serveur je ne sais quoi, du moment qu'il y a le support du JavaScript. Du coup, vous appelez la méthode render toString au lieu de render classique. Ça vous rend une string type HTML, vous renvoyez ça au client, et le temps que côté client, le JavaScript se charge, vous avez quand même un rendu de votre application pour pas que le client poireaute devant pour pas que votre utilisateur poireaute devant un écran vide, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Support des web components. Donc React supporte très bien le fait d'utiliser des web components en tant que composant, en tant que feuille dans ses vues. Par contre, il ne supporte pas encore l'exposition d'un composant en tant que web component, ce qui peut être dommage, puisque finalement le scope est assez similaire. Donc c'est un truc sur lequel l'équipe React travaille, mais il y a des gens qui ont déjà fait plein de librairies sur le net. Moi j'en ai une sur mon GitHub par exemple, pour exposer un composant React en tant que web component, donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et du coup, vous pouvez mixer ça avec du polymère, avec du Xtags, du ce que vous voulez, ça marche très très bien. Si vous êtes le genre de personne qui fait des tests, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est un peu nul les tests quand même, tester c'est douter. Mais bon, si vous faites des tests,
React fournit tout un truc qui s'appelle test utile. Donc, c'est des utilitaires pour facilement manipuler React dans un environnement de test. Donc, typiquement, ça vous permet de rendre des composants, de faire des assertions dessus, et surtout de simuler des événements sur vos composants en mode test, ce qui est plutôt très agréable. Donc après, au niveau runner de test, chez Facebook, ils utilisent Jest, c'est un truc à eux. Vous pouvez faire du Mocha, du Jasmine, ce que vous voulez, ça marche très très bien. D'un point de vue écosystème, alors chez React, ça fourmille en ce moment, tout le monde veut faire du React, donc il y a plein de librairies qui sortent. Donc dans les classiques, il y a le React Router qui permet de faire du routing côté client. Si vous voulez faire du Flux, donc Flux c'est la manière de faire des applications à la Facebook. Il y en a des dizaines et des dizaines d'implémentations. Moi, mon petit préféré en ce moment c'est Redux, mais ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir que vous voyez de votre côté. Vous pouvez faire du CSS intelligent avec Radium et JSX Style. Un autre truc aussi, c'est que dans la dernière version de React, le paradigme de programmation a été splitté. Donc il y a vraiment un package à part pour ça. Et ensuite, il y a un autre package qui est dédié au rendu de composants React dans le DOM ou dans autre chose. Donc typiquement, on a React Canvas qui permet de faire du React dans un environnement purement Canvas dans votre navigateur. React Art qui fait un peu la même chose mais avec du dessin en général. Il y a même des gens qui ont fait ça dans leur terminal en N-curse ou des choses comme ça. Et il y a Facebook a fait d'autres choses, je vais en reparler. Sinon, il y a des intégrations avec tous les frameworks CSS de la Terre. Et si vous voulez une bonne liste de départ pour voir tout ce qui existe, tout ce qui est bien en React, des tutos, etc., vous avez le projet GitHub qui s'appelle Awesome React, et c'est un très très bon point de départ pour commencer React. Un petit mot sur React Native. Donc c'est une autre, en fait, React Native, c'est un truc qui a été lancé par Facebook, ça permet de coder des applications natives pour iOS et Android en React. Alors là, je ne vous parle pas de WebView ou d'applications hybrides, je vous parle de vrais natifs scriptés en JavaScript. Et ça déchire. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ça si vous faites du dev mobile. Donc maintenant, on va coder un peu. Je pense qu'il me reste bien assez de temps. Ouais. Donc est-ce que tout le monde connaît Reddit ? Qui ne connaît pas Reddit? Qui n'a jamais entendu parler de Reddit? Ah, c'est bien, vous êtes tous des geeks, c'est cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est un client qui va aller regarder toutes les photos dans un subreddit. Donc, typiquement, on peut donc, naviguer, regarder toutes les photos. On voit que ce qu'on a lu change de couleur, etc. On voit les ups et les downs, les votes. On voit qu'on a n histoires à lire encore, etc., etc. OK, tout le monde a bien ça en tête? Donc, on se lance là-dedans. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va créer un composant qui s'appelle Reddit. Ce sera plus pratique. Donc, dans ce composant, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. On va juste tester que ça fonctionne toujours. OK, ça fonctionne toujours. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est la top bar. Donc, le truc en haut qui dit vous avez tant de trucs non lus. Donc, ici, on va juste dire you have. Donc, on va utiliser une propriété pour faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à cette propriété une valeur par défaut, normale. Et encore, si vous voyez des typos ou des trucs comme ça, vous hurlez, parce que sinon je ne vais pas les voir et je vais avoir l'air bête. Donc voilà, on a notre top bar qui est ici. Donc normalement, si je sauvegarde, on devrait avoir notre top bar. Voilà, vous avez 0 stories. On va juste vérifier que tout fonctionne bien. Oups. Donc là, si je mets une nouvelle valeur pour unread, on a bien notre top bar qui est là. Donc par contre, elle est moche. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est moche. Donc on va lui donner un peu de style. Donc j'ai un objet styles qui est prédéfini avec tout un tas de styles. Donc là, voilà, c'est un peu mieux déjà. Et voilà, on va juste décaler un petit peu. Voilà, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Donc ça, c'est fait pour la top bar. On a quelque chose qui fonctionne, on la mettra à jour plus tard. Maintenant, il va falloir faire la barre sur le côté, la sidebar, qui va afficher la liste des histoires à lire. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir des choses à afficher. Donc, il va nous falloir un state avec... Qu'est-ce qu'il va nous falloir dans notre state? Il va nous falloir
donc des histoires, des articles, Reddit tout simplement. Il va nous falloir une liste des choses qu'on a déjà lues pour pouvoir leur mettre un style différent. Il va nous falloir aussi éventuellement l'histoire qu'on a sélectionnée pour pouvoir l'afficher dans le viewer ensuite. Maintenant, on va aller appeler le web service Reddit pour afficher, enfin pour aller récupérer toutes ces images. Et donc là, on voit qu'il faut aller chercher dans un subreddit. Donc un subreddit, c'est quoi? C'est une sorte de topic Reddit particulier. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut le nom d'un subreddit à aller chercher. Donc pas de problème. Ici, on va juste faire subreddit, et puis on va aller chercher des trucs marrants. Donc ici, subreddit, une petite closure. Donc là, je vais avoir besoin de récupérer la première histoire qui m'est retournée par Reddit. Et en fait, dans leur web service, ils ont tout englobé dans des objets data. Donc c'est un peu chiant, mais voilà, on va faire avec. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais muter mon state une fois que je récupère les nouvelles histoires. Donc j'ai mes stories ici. Le selected, on va prendre la première histoire. Comme ça, on a le truc qui arrive directement tout fait. Et le read, par défaut, on va lui mettre l'ID de la première histoire Reddit. Je crois que j'ai fait une boulette ici. Non, c'est moi qui hallucine. Ok, donc là, on a notre truc qui fonctionne. Maintenant, on va pouvoir coder notre composant sidebar. Donc ça, on va le coller dans une nouvelle div, hop, qui est le bas de mon application. Donc ça, c'est juste une div pour avoir un flexbox orienté dans le bon sens. Et du coup, ici, on va mettre une sidebar. Et dans cette sidebar, ce qu'on va lui donner, c'est tout de suite, on va lui donner toutes les stories à afficher, vu qu'on les a sous la main. Ok. Donc maintenant, on va créer notre composant. Et on va juste vérifier qu'il fonctionne. Donc voilà, on a notre sidebar qui apparaît, très bien. Maintenant, on va pouvoir afficher des choses. Donc on va afficher nos stories. Donc, vous vous rappelez, on a cette histoire de point data là à faire, c'est chiant. Donc on va s'en débarrasser tout de suite. Hop, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, il va falloir afficher chaque cellule pour un article en particulier. Et ça veut dire, on va faire un nouveau composant, parce que c'est pas rigolo de tout faire en inline comme ça. Et puis surtout, c'est plus simple à réfléchir. Donc, hop, on va faire un story cell qui a un article en paramètres. Donc voilà notre composant type StoryCell. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre donc une div. Donc cette div, elle va avoir un style à elle. Et on va avoir un style un peu particulier. Ça va être un style dynamique. Donc j'ai une méthode qui me calcule tout ce qui a besoin de calculer automatiquement. Ça sera beaucoup plus facile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un titre, donc le titre de la story qu'on a en paramètres. Donc là, je pense que j'ai rien oublié. J'utilise bien la sidebar. OK. Donc là, normalement, voilà. Donc on a les titres qui apparaissent. Alors c'est en gris, c'est pas encore bien stylé parce qu'on n'a pas passé toutes les données qu'il faut à notre composant. En fait, il va falloir lui donner quelles sont les histoires qui ont déjà été lues et quelle est l'histoire sélectionnée pour que le compute cell style ici, il fasse son boulot et qu'il restyle bien les titres. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va afficher une miniature. Donc voilà. Voilà, 60, ça devrait pas être mal. Vous aussi, vous avez le compas dans l'œil, j'imagine. Comment ça? Pourquoi vous rigolez tous? Ok, donc on va voir ce que ça donne. C'est pas mal, c'est un peu trop collé là le truc. Donc ici, on va remettre un peu de style. Oups. 5 pixels, ça devrait pas être mal. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir le style définitif de ces trucs-là. Donc ça veut dire que
Dans notre composant sidebar ici, on va passer le selected, donc on va aller chercher dans le state. On va aller chercher le read. Et puis, on va transposer ça. On va faire pareil pour la story cell, vu qu'il faut c'est elle qu'on a besoin finalement. Et elle n'a pas besoin des reads, mais elle a besoin de savoir si l'histoire courante, elle n'a pas été lue. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, on va juste chercher si l'ID de la story apparaît dans le tableau des reads. Et du coup, ça devrait être bien mieux. Voilà, donc on a notre style qui est bon. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas cliquer dessus. On ne peut pas sélectionner une histoire en particulier, mais ça, c'est pas cool. Donc, on va créer une nouvelle fonction ici dans notre application, donc select story, qui va muter le DOM, enfin qui va muter le state, excusez-moi, pour mettre à jour selected. Et ça va également mettre à jour read. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'ancienne valeur de read et on lui rajoute juste selected.id. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on passe cette fonction en paramètres. Donc ici, c'est select story. Ensuite, et enfin, dans notre story cell, on va juste faire une nouvelle fonction, select self, qui va appeler la fonction qu'on lui passe en propriété en lui passant en paramètre la story qu'on lui passe en propriété. Et on n'a plus qu'à appeler le onClick là-dessus. Et la boucle devrait être bouclée. Oups. J'ai dû me planter quelque part. Est-ce que quelqu'un a vu la boulette? Ah non, c'est juste que le réseau doit pas être au top. Ok, donc ça roule. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est faire le viewer pour que la story qu'on sélectionne soit bien affichée. Donc pour faire ça, finalement, on va juste créer un nouveau composant. Ici. Hop. Donc le style de ce composant, ça va être styles.viewer. Et puis, juste pour voir si ça fonctionne, on va lui mettre un petit titre. Voilà. Ok, donc on regarde si ça fonctionne. Donc on a notre viewer qui marche. Donc notre viewer, ce qu'il va avoir besoin de savoir, c'est quelle est l'histoire qu'on a sélectionnée. Donc on lui passe une propriété. Donc voilà, le selected. Et il n'y a plus qu'à s'en servir. Donc vous vous rappelez, selected en tout début, dans le state, il annule. Donc il va falloir gérer ce cas-là. Donc c'est ici. Donc on va faire if this.props.story est égal à nul. Alors, on retourne un truc comme ça. Oups. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça devrait fonctionner. Voilà, on l'a vu clignoter rapidement. Et quand on est dans le cas où il y a bien une story, donc déjà on va aller chercher l'image à afficher. Donc c'est la source. Donc c'est là où il faut bien connaître l'API de Reddit, ce qui n'est pas toujours mon cas. Images, je veux la première et c'est la source. Ok. Donc maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va commencer par afficher les votes de l'image en cours. On fait pareil. Oups. Avec les downs. Et puis, on va afficher l'image. Donc l'image qu'il va falloir retailler. Donc pour ça, j'ai une petite fonction qui fait ça. Et j'ai ma source.url.
Donc je pense que j'ai rien oublié. Je sauvegarde. Et normalement, voilà. Donc on a notre lecteur qui fonctionne à peu près comme il est censé fonctionner. Sauf qu'il nous manque quelque chose. Qui c'est qui a suivi? Le compteur, exactement. Donc là, on ne va pas trop se prendre la tête. Donc j'ai un super truc qui fait le diff entre ce qui a été lu et ce qui n'a pas été lu. Je remets mon read. Et normalement, voilà, j'ai mon compteur qui fonctionne parfaitement. Voilà pour le lecteur Reddit. Donc on va juste tester un dernier truc. C'est que mon subreddit, je regarde le subreddit par défaut. Ce que je peux faire normalement, c'est regarder un autre subreddit. Donc on a Pix. Et si je sauvegarde, normalement, on a de toutes nouvelles photos qui apparaissent. Et c'est trop cool. Voilà pour la partie live coding. Donc une dernière chose que je voulais vous montrer avant que ce soit la fin, c'est ce petit composant ici. Donc on a une petite horloge un peu avec une partie graphique. Et en fait, pour faire ça, comme React il travaille avec le DOM, React il est également capable de faire des nœuds SVG. Donc en fait, c'est juste un create element avec un namespace spécial. React fait ça pour vous tout seul. Donc vous pouvez vraiment faire des trucs absolument top avec React et avec des choses graphiques. Typiquement, il y a des gens qui l'utilisent pour faire du D3 ou des choses comme ça, pour refaire des librairies de charting en React, et ça marche super bien. Donc un truc à regarder, on peut vraiment aller très très loin avec ça. Et si ce n'est pas assez, vous avez React Canvas et d'autres folies. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui à propos de React. Donc, en conclusion, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que React, ça déchire. J'espère que vous avez envie d'en faire. J'espère que dès lundi, vous allez tous vous mettre à coder du React. Et puis voilà, si vous avez des questions, j'ai tout à fait le temps d'y répondre.